C'est l'heure du journal de l'économie. Installez-vous confortablement et profitez de votre rendez-vous de l'économie avec la nouvelle classe business de Brussels Airlines. Et ce journal vous est présenté par Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. On commence avec l'opération de charme de François Hollande envers les patrons français. Le président qui recevait hier quelques 300 chefs d'entreprise pour tenter de renouer les liens après plusieurs mois de tension. Oui, il leur a clairement tendu la main en allégeant les taxes en cas de cession d'entreprise. C'était au cœur du mouvement des pigeons, ces patrons de start-up qui estimaient qu'ils étaient matraqués fiscalement. Les précisions d'Audrey Racine. Depuis 6 mois, les relations entre le président et les entrepreneurs étaient tendues. Le message à la clôture des assises de l'entrepreneuriat, c'est du passé. C'est le résumé, parce que vous avez peur que je ne lise pas tout le rapport. De l'humour avec les chefs d'entreprise, impensable il y a encore quelques semaines. En octobre, sur les réseaux sociaux se fonde le groupe des pigeons, ces patrons qui s'estiment trop taxés, surtout lorsqu'ils revendent leur société. Ils avancent un chiffre, 60% d'impôts sur les plus-values effectuées à la revente, contre 34,5% avant l'intervention du gouvernement socialiste. De quoi donner au président une image d'ennemi des entrepreneurs. Aujourd'hui, il assure avoir été mal compris. Je veux revenir donc sur le malentendu qui a pu un moment, je ne sais pourquoi, se glisser entre nous à l'automne. J'entends donc une bonne fois pour toutes les dissiper et proposer un régime équilibré, juste et pérenne pour le traitement fiscal des plus-values de cession. Un système plus juste qui reposera sur un renforcement des abattements fiscaux lors de la revente d'une société. Si un patron cède son entreprise alors qu'il la possède depuis moins de 2 ans, pas d'abattement. Entre 2 et 8 ans, 50% d'abattement, c'est-à-dire que l'entrepreneur ne paiera des impôts que sur la moitié de sa plus-value. Au-delà de 8 ans, 65%. Quant à une cession pour un départ en retraite, en dessous de 500 000 € la plus-value ne sera tout simplement pas taxée. Un message rassurant pour les entrepreneurs. Autre annonce, la suppression du fichage à la Banque de France en cas de faillite, une mesure qui devrait permettre aux entrepreneurs de se relever de leur échec. Et Jean-David Chamboredon nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je le rappelle, président du Fonds entrepreneur Internet Isaïe et ancien porte-parole du mouvement des pigeons. Nous vous avions d'ailleurs reçu à l'automne dernier, au moment où vous aviez lancé votre mouvement pour dénoncer la pression sociale. François Hollande semble vous avoir entendu. Êtes-vous satisfait ? On a très clairement été entendu. Vous savez que le mouvement des pigeons a été, on va dire, fermé début novembre, et depuis ce moment-là, en fait, on a eu une longue conversation avec le gouvernement, et notamment lors des assises de l'entrepreneuriat. Et hier, le président, finalement, restituait le travail en commun qui a été fait. Et la proposition, notamment, sur les plus-values de cession qui a été faite, elle est tout à fait satisfaisante. La France redevient un pays normal. Qu'est-ce que vous entendez par pays normal ? C'est-à-dire qu'un entrepreneur ou un investisseur qui investit dans une start-up, qui prend un risque très important, le risque de tout perdre tout simplement, se retrouve avec une fiscalité qui est équivalente, voire meilleure que la fiscalité qui était en place auparavant. Ça veut dire que le freinage très très fort qu'on avait constaté à la fin de l'année 2012 sur les investissements de type business angel va, je l'espère, être inversé. Alors, cette mesure va représenter pour l'État un manque à gagner de 200 à 300 millions. Est-ce que ça n'est pas aussi normal de participer à l'effort de crise ? Je pense qu'il est impossible de calculer le vrai coût d'une mesure comme ça. Les paramètres qui rentrent dans ce schéma fiscal, la durée de détention notamment, ne sont pas connus des services fiscaux de Bercy aujourd'hui. Et l'impact psychologique sur le nombre de transactions en fonction du schéma fiscal retenu, est totalement impossible à modéliser. Je suis persuadé que ce nouveau schéma rapportera plus d'argent à l'État que le schéma voté en décembre 2012. Vous disiez que cette fiscalité est même meilleure pour les entreprises. Est-ce que ça va encourager les jeunes créateurs aujourd'hui à se lancer, à monter un projet d'après vous ? Ça va les encourager à surtout rester en France. Ce qu'on avait observé depuis quelques mois, c'était que les très jeunes projets, avec des petites équipes, partaient à Londres, à New York, à Singapour, à Tel Aviv, parce qu'il faute de financement, faute de compréhension par le gouvernement du contexte qui était le leur. Aujourd'hui, on va dire, ils peuvent rester, ou s'ils partent en quelque temps à l'étranger, ils peuvent revenir. Vous dites que des jeunes entrepreneurs fuient la France, et pourtant la France reste attractive aux yeux des investisseurs étrangers. Comment vous expliquez ce paradoxe ?
Je ne suis pas sûr du tout que la France soit attractive. Il y a eu 700 nouveaux projets d'investissement de la part d'investisseurs étrangers l'année dernière, selon l'agence française. Si on prend le monde du capital risque et des jeunes entreprises innovantes, moi j'ai eu le message d'énormément de confrères américains ou britanniques disant on n'investit plus en France ou vous déplacez les headquarters de vos boîtes parce qu'on ne veut pas du tout avoir affaire avec la loi française. Donc je crois que la France a vraiment besoin de redorer son image à l'étranger et de montrer qu'elle est un pays normal dans la compétition mondiale et qu'elle se bat avec les bonnes armes et avec les bonnes règles. La France a fait passer cet accord de compétitivité, également un accord de flexibilité, enfin le pacte de compétitivité, un accord de flexibilité en entreprise. Est-ce que vous parleriez de révolution libérale en France ? Je pense qu'il y avait une contradiction dans le programme de M. Hollande entre une fiscalité très forte du capital et la volonté de faire se développer les PME et les ETI. Cette contradiction est en train de s'évaporer. On est en train de retrouver une cohérence. Donc je ne sais pas si je parlerai de révolution, je parlerai plutôt de cohérence. Alors votre lobbying a été particulièrement efficace. Vous avez d'ailleurs écrit un livre, Génération Pigeon. Est-ce que vous entendez poursuivre le mouvement sous une autre forme, en vous engageant dans un mouvement patronal par exemple ? Moi je suis membre d'une association qui s'appelle France Digital, qui regroupe les investisseurs et les entrepreneurs du web. Et je vais rester membre de cette association et le plus actif possible pour le bien de nos écosystèmes. Merci Jean-David Chamboredon. Je rappelle que vous êtes l'ancien porte-parole du mouvement des pigeons. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce matin. On part maintenant au Bangladesh. 6 jours après l'effondrement d'un immeuble qui abritait des ateliers de confection, les grandes marques occidentales commencent à proposer des indemnisations pour les familles des victimes. Oui, la Canadienne Loblaws a rejoint la Britannique Primark. Elles vont verser des compensations aux proches des ouvriers qui travaillaient dans ces usines pour leur marque. Les producteurs locaux exigent, eux, de meilleures conditions de sécurité. Les précisions de Myriam Bounafa. C'est l'accident industriel le plus meurtrier de l'histoire du Bangladesh, là où la confection textile est le pivot de l'économie. Deuxième exportateur mondial de textile derrière la Chine, ce secteur qui pèse quelques 16 milliards d'euros et 80% des exportations du pays emploie plus de 3,5 millions de personnes, dont 90% de femmes. Une main-d'œuvre qui gagne en moyenne 30 € par mois, plus rentable que la Chine et l'Inde. Le Bangladesh attire bon nombre de marques occidentales, à qui il est demandé aujourd'hui d'être plus regardantes sur les conditions de travail des ouvriers du textile. J'ai besoin d'ingénieurs, j'ai besoin d'un gouvernement qui mette en place une procédure précise pour que chaque bâtiment, avant qu'il n'accueille les ouvriers, soit inspecté. Sans gouvernement, quelles que soient les discussions, il n'y aura pas d'effet. Seuls Primark et Mango ont admis travailler avec des ateliers du Rana Plaza, l'immeuble qui s'est effondré. Primark, marque anglaise à bas prix, s'est engagé à indemniser les victimes. Cela comprendra la fourniture d'une aide à long terme pour les enfants qui ont perdu leurs parents, une aide financière pour les personnes blessées et des paiements aux familles des défunts. Je pense que c'est une bonne chose, mais ça ne suffira pas à remplacer la perte de ces familles. D'autres marques sont également soupçonnées d'avoir des relations avec les fournisseurs qui travaillaient dans le bâtiment de 8 étages. L'effondrement du Rana Plaza est le dernier d'une longue liste d'accidents industriels qui ont causé la mort de plus de 1000 ouvriers dans le pays depuis 2005. Pour finir, on regarde la tendance sur les marchés asiatiques. Ouais, les marchés asiatiques qui évoluent sans tendance claire. La bourse de Tokyo est tout juste à l'équilibre, mais toujours dans le rouge en raison de la hausse vienne. La place de Hong Kong et celle de Séoul, elles, sont en nette hausse. La place de Shanghai reste fermée. Merci beaucoup, Karina. C'était le journal de l'économie. Pour vous, nous réinventons le voyage. Découvrez dès maintenant une expérience de vol inoubliable avec Brussels Airlines. Restez avec nous tout de suite, c'est la météo.